Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et merci de nous donner l'occasion d'essayer de tenter de contribuer à cette discussion. Et merci pour les deux interventions qui viennent d'avoir lieu. Beaucoup d'éléments font écho à ce que j'avais prévu de présenter et j'y ferai probablement référence à plusieurs reprises. Je travaille donc pour le Secours Islamique France. Comme vous l'avez dit, le Secours Islamique France est présent sur le territoire français, mais également dans une vingtaine de pays à l'international et travaille dans des contextes assez variés qui peuvent être des contextes vraiment très proches de situations d'urgence comme de situations un peu plus stabilisées, ce rapprochement de contextes qu'on qualifierait plus de contexte de développement. Pour ce qui me concerne, je travaille surtout sur des pays dans des situations de fragilité importants, avec des objectifs de couverture des besoins et des services immédiatement nécessaires à la survie, à la vie dans la dignité, à l'accès à des services de santé primaire, à l'éducation, dans des pays qui traversent des phases de grande instabilité. Donc, pour essayer de tenter d'illustrer un peu la première question que vous posez sur la relation entre une organisation comme le Secours Islamique France et les autorités locales, administratives d'abord puis coutumières, il faut savoir que nous intervenons dans des pays uniquement sur la base d'un enregistrement officiel auprès des autorités nationales. Donc, quand une organisation comme la nôtre prévoit de travailler, par exemple, au Yémen, il faut procéder d'abord à un enregistrement en bonne et due forme, ce qui peut parfois prendre beaucoup de temps. Hein. Ça dépend beaucoup des modalités administratives de tel ou tel pays. Donc ça, on n'a pas toujours la main dessus et ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc le premier élément de réponse, c'est que on ne travaille que là où on est invité et autorisé à travailler, grâce à un enregistrement qu'il s'agit de renouveler et qui nous permet de travailler au niveau central, donc au niveau d'une capitale. Une organisation s'enregistre, ce qui lui permet ensuite de prendre contact avec différents ministères, souvent le ministère du Plan ou équivalent, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Eau, le ministère des Affaires sociales. Il faut savoir que le Secours Islamique France intervient dans les grands secteurs d'activité qu'on peut résumer sous les intitulés éducation, protection de l'enfance, WASH pour eau, hygiène, sanitation ou sécurité alimentaire et moyens d'existence, ou encore le secteur shelter pour les questions liées à l'habitat, la réhabilitation d'un habitat digne. Donc, une fois enregistré, on s'intéresse à prendre à tâche avec les ministères de tutelle, à condition qu'il y ait des moyens suffisants pour que ces ministères existent, soient staffés et puissent nous recevoir. Ça, c'est pour ce qui est de l'enregistrement au niveau central. Après, l'action se déroule la plupart du temps en dehors des capitales. Et donc, on va entrer, une fois l'enregistrement en centrale réalisé, on a l'autorisation de pouvoir aller entrer en interaction avec des municipalités, des acteurs locaux, des représentants des services déconcentrés des ministères, quand ils existent et quand ils sont financés. Et avec les représentants des communautés locales, donc les leaders communautaires ou les représentants de tel ou tel village ou communauté. Il faut savoir que en tout cas, pour ce qui concerne les missions dont je m'occupe, c'est-à-dire au Liban, en Syrie, au Yémen, Kenya et Somalie, on est sur des programmes de réponse à des crises humanitaires. Donc, nos objectifs immédiats, c'est vraiment de mettre à la disposition des personnes souvent déplacées par des conflits armés violents et qui, de manière croisée, peuvent également subir les effets du changement climatique, de la sécheresse ou d'une inondation, même sur les sites sur lesquels ils sont déplacés. On va se mettre
au service de communautés déplacées et on va faire cela sous la coordination, bien souvent, du système des clusters. Le système des clusters des Nations Unies, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un système qui est déployé dans les pays qui en font, qui en formulent le vœu. C'est un système qui permet de déployer une coordination générale en capitale et souvent facilité par les bureaux de OCHA, qui est l'Agence des Nations Unies pour la coordination de la réponse humanitaire de manière globale. Et après, ce système délègue à d'autres agences des Nations Unies l'animation de clusters ou de groupes de travail ou de groupes de réflexion thématiques, par exemple à la FAO pour les questions liées à la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, à l'UNICEF pour les questions de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et de l'enfance et de l'éducation, ou à IOM pour les questions de gestion de camps déplacés quand les camps s'installent pour durer. Donc les autorités locales, c'est souvent les représentants des municipalités, des villages. L'autre partie de votre question, c'était quelle était l'interaction d'une organisation comme la nôtre avec les autorités coutumières. Donc une fois tout le volet administratif validé, il reste aux ONG à procéder à une analyse la plus fine possible des besoins locaux, très très locaux. Et dans cette phase d'analyse des besoins, de création de données primaires et de son traitement, on va, autant que faire se peut, entrer en interaction avec les représentants des structures locales. Donc ça peut être des représentants des autorités coutumières, ça peut se faire sous forme de groupes de discussion, d'interviews structurés, de questionnaires qui nous permettent de créer de la donnée primaire et de produire une analyse et ainsi de construire un début de réponse en impliquant autant que faire se peut les communautés locales qui sont elles-mêmes déplacées et dans le besoin. Donc voilà la manière un petit peu dont une organisation internationale qui se déploierait dans un environnement dégradé, entre en interaction d'abord avec les autorités administratives, puis coutumières, et puis avec les différents représentants des pouvoirs locaux. Ça, c'est plutôt pour la phase avant et au tout début d'une intervention. Ensuite, pendant la réponse, parce que dans votre question, il y avait avant, pendant et après. Alors, pour le pendant la mise en œuvre, et pour des raisons de redevabilité dans un premier temps, mais également de potentiel besoin de réorienter certains éléments de la réponse, on va se reposer sur un système de coordination qui se décline à différentes échelles, à des échelles très locales ou à des échelles plutôt centrales. Et ces systèmes de coordination, encore une fois, nous, on a l'habitude de s'appuyer sur le système des clusters des Nations Unies, à qui on fait un reporting sur nos indicateurs, sur nos difficultés, sur nos réalisations, avec, quand c'est possible, idéalement, des systèmes de reporting sur des indicateurs harmonisés. Le but étant de pouvoir consolider d'un acteur à un autre ou d'une région à une autre des indicateurs qu'on puisse consolider. Si chacun utilise ses propres indicateurs, ça va être impossible de consolider et d'avoir une vision un petit peu globale pour pouvoir être redevable auprès des autorités locales, auprès des bailleurs, auprès des bénéficiaires. Donc, pendant les phases de mise en œuvre, on essaie autant que possible de faire un reporting aux acteurs locaux, au système de cluster et bien souvent aux autorités administratives qui nous demandent aussi, qui nous imposent un système de reporting. Et tout l'enjeu ici est d'avoir des indicateurs, encore une fois, des indicateurs qui nous ont servi en phase d'identification des besoins et qu'on essaie d'alimenter et de suivre au long de la réponse de manière plus ou moins harmonisée avec les autres acteurs de la réponse.
Pour ce qui est et l'enjeu ici dans le système des clusters, évidemment, c'est que ce soit un système qui ne soit pas complètement imperméable à la société civile, mais que ce soit un système qui permette des échanges et des co-constructions avec les services publics, avec les acteurs de la réponse, enfin les acteurs de la société civile des pays dans lesquels on travaille. Donc, tout l'enjeu, c'est évidemment de ne pas rester dans un environnement cloisonné, mais de se baser sur un travail de partenariat avec des organisations locales. À ce sujet, le Secours islamique France essaie, dès que possible, d'identifier des partenaires solides qui viennent trouver en nous une cohérence stratégique et des moyens mis à leur disposition. Et donc, on essaie, dès que possible, de travailler avec des organisations de la société civile en essayant de se projeter sur l'après. Parce que la dernière partie de votre question, c'était comment on interagit avec soit les autorités, soit les entités, les acteurs locaux. Eh bien, pour ce qui s'agit de l'après, le Secours islamique France, intervenant dans des situations d'urgence, va essayer de travailler sur ce qu'on appelle, nous, avec nos grands concepts, le continuum urgence, développement, paix. Et l'idée, même dans les phases d'urgence, c'est de se projeter sur une stratégie de sortie et sur une phase de retrait et de transfert de la réponse ou d'une partie de la réponse à d'autres acteurs et idéalement à des acteurs institutionnels dans le pays dans lequel on travaille, à des acteurs de la société civile qu'on peut avoir appuyés pour renforcer certains éléments de leurs compétences et avoir aussi appuyé pour accéder à des financements soit ad hoc dans un premier temps et peut-être avec le temps travailler sur des mécanismes de levée de fonds qui soient un petit peu plus structurants et plus durables. Voilà pour la première partie de la question. Dans la phase de préparation de cette... Pardon, allez-y. Non, mais merci beaucoup, c'est tout à fait clair et très intéressant. On a bien compris que l'intervention d'urgence se structure chez vous autour des clusters des Nations Unies. Peut-être une seconde question à laquelle on peut peut-être répondre en quelques minutes, simplement sur une question peut-être un peu plus prospective, avoir votre regard, le regard que vous portez actuellement sur justement ce système qui est, on le sait, mis à mal actuellement. Quels sont les liens, les connexions qu'on pourrait imaginer ou qu'il faudrait renforcer pour maintenir, prévenir les systèmes d'aide, qui soient donc nationaux, internationaux, publics comme privés, auprès de ces territoires qui sont vulnérables? Alors oui, le système que je décris depuis tout à l'heure est un système qui est sérieusement en phase de remise en question du fait des coupes énormes dans les budgets internationaux et en particulier du fait des réductions très conséquentes des financements américains. Le système des Nations Unies est entré depuis à peu près 12 mois dans une phase qui s'appelle le reset, le grand reset. Donc il y a des grandes phases. Là, c'est le grand reset parce qu'il faut se poser la question de faire à peu près autant, voire plus, avec beaucoup moins. Or, le système des Nations Unies est un système lourd, coûteux, qui peut amener des solutions intéressantes en termes de renforcement des systèmes fragilisés dans tel ou tel pays. Et il y a un moment où, effectivement, il faut se poser la question de l'efficience du système, du rapport entre la valeur ajoutée et le coût qu'il génère. Ce qui se présente aujourd'hui, c'est un système, c'est des grandes questions auxquelles j'ai pas toutes les réponses, certainement pas, mais les questions qui se posent à nous, c'est de savoir comment être moins coûteux et donc peut-être laisser plus de place à des acteurs locaux avec une présence d'organisations internationales plus discrètes ou plus en appui que dans le faire. Trouver des partenaires à appuyer sur le long terme et les accompagner vers une pérennisation de leur propre système. On travaille avec certains des bailleurs institutionnels qu'on essaie d'approcher
ont des mécanismes qui visent exactement cet objectif. En fait, changer de système et travailler peut-être avec des bailleurs un petit peu différents qui se reposent sur des, euh, des systèmes coopératifs, des coopératives, des organisations qui peuvent se voir attribuer des grants ou des sommes de départ avec un taux zéro pour pouvoir développer et se former, faire partie de programmes de mise en réseau, de renforcement des compétences pour pouvoir aller chercher des financements peut-être là où les ONG internationales sont peut-être comment dire, plus facilement identifiées par les bailleurs. Donc voilà, je pense que nous, en tout cas à notre échelle, se pose la question d'accompagner nos partenaires des sociétés civiles vers des financements et peut-être nous mettre un peu en retrait, les laisser prendre le lead, rester là en tant que partenaire, mais ne plus intervenir systématiquement comme lead parce qu'on a le réseau, parce qu'on a le contact avec tel ou tel bailleur. Donc charge à nous d'aller identifier des bailleurs un petit peu différents de ceux dont on a l'habitude et de travailler un petit peu différemment pour mettre en avant les partenaires chez qui on trouve les compétences pour mener ces actions d'urgence et puis cette transition vers le développement, faire des mécanismes un peu pérennisés. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger encore avec vous à la fin de la table ronde. Il y aura certainement beaucoup de questions.